Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast Devenir un super dad, édition invité inspirant. Aujourd'hui, on est avec Stephen Chase. Je me mélange tout le temps, on dit tout le temps Stephen Chase, qui est ici avec nous autres aujourd'hui, qui est un individu super inspirant que je suis sur les médias sociaux depuis longtemps. Ordon, on se parlait. Il y a une facette égoïste, en fait, au podcast Devenir un super dad pour que moi, je puisse me préparer à devenir le meilleur père de famille pour mes futurs enfants. Mais également, il y a un aspect qui a pour but de vous apporter de l'inspiration, des trucs, des conseils à travers le parcours que Stephen a passé à travers dans son parcours tant entrepreneurial, personnel que familial également. Stephen, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pourrais-tu prendre quelques instants juste pour te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas avant qu'on deep dive dans ton histoire? Yes, absolument. Merci. C'est vraiment un honneur là, pour moi d'être présent à ton épisode. Ça fait longtemps que je suis les Super Dads. Je vous ai connus à vos tout débuts. Donc, j'étais agréablement surpris de me faire inviter à ce podcast-là. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Stephen Chase. Mon métier, dans le fond, je suis coach en croissance personnelle, mais également en développement physique. Donc, j'aide les gens autant à se développer, à atteindre la meilleure condition physique possible qu'à développer leur mindset. J'ai une entreprise qui offre aussi des programmes de développement personnel pour aider la motivation, la confiance en soi, la capacité à se fixer des objectifs bien définis puis à briser nos croyances limitantes. Je suis père de 3 enfants. Donc, j'ai une petite fille de 5 ans, une autre de 8 ans et une autre de 13 ans. J'ai eu des moments de ma vie où est-ce que c'était un petit peu plus difficile de me garder en forme malgré ma passion pour ça. J'ai quand même un bon, à peu près 15 ans d'expérience en entraînement privé. Et j'ai eu comme je disais, j'ai eu des petits moments de ma vie, là, surtout quand mes enfants étaient bébés, que c'était un petit peu plus dur là, de garder la cadence là, au niveau du gym, au niveau de l'alimentation. Mais j'ai quand même très bien réussi. Puis aujourd'hui, je pense que je suis dans une de mes meilleures conditions physiques de toute ma vie. Je suis un entrepreneur. Après avoir fait une compétition de bodybuilding, là, je tiens à le remarquer, félicitations pour ça. J'ai suivi ton parcours. Ouais. C'était vraiment cool. Oui, c'est ça. En fait, le 22 juin, j'ai fait mon premier Ironman. Donc, le premier triathlon de toute ma vie. J'ai fait le Ironman 70.3 du Mont-Tremblant. Je n'avais jamais fait ça. Donc, sorti de zone de confort totale. Et 2 semaines plus tard, je m'inscrivais pour une compétition de bodybuilding qui avait lieu 4 mois plus tard. Donc, dans le même 12 mois, j'ai fait extrêmes complets, dans les extrêmes contraires, si on regarde un peu là, la condition physique, les traits physiologiques qu'on voudrait développer, on a de l'endurance extrême. Puis après ça, je ne voudrais pas appeler ça vraiment de la force à puissance, mais un développement de masse musculaire. Fait qu'un est super catabolique, entre guillemets, puis l'autre est super anabolique. On va peut-être en parler tantôt davantage là, sur ce que tu as appris de ça. J'aimerais ça, Steph, puis moi, je trouve que, puis là, je le dis souvent quand on fait des podcasts, quand on partage notre histoire, tu as parlé en fait de ta famille, tu as parlé des défis un peu au niveau de la condition physique, tu as parlé au niveau de l'entrepreneuriat. Moi, je crois qu'on est vraiment formé par les expériences qu'on a vécues dans notre jeune âge. Right? Puis c'est un peu ce qui nous a apporté à fonder les Super Dads. Gab et moi, personnellement, mon histoire, j'avais un père qui est immigré de la Roumanie, qui est arrivé ici au Québec à l'âge de 18 ans, qui n'avait jamais vraiment connu l'amour de son père, jamais eu des outils nécessaires pour se développer à devenir un père de famille, ce qui nous a apporté plus tard dans notre parcours, moi et Gab, à fonder les Super Dads afin d'outiller des pères de famille. Mais je crois vraiment qu'on est marqué un peu par des fois les adversités, les défis, des blessures de guerre qu'on peut rencontrer dans notre jeune temps. J'aimerais ça qu'on commence au tout début. Stephen, dans son enfance, c'est quoi les défis qu'il rencontrait? C'est quoi qui lui a apporté par la suite à développer peut-être certaines croyances limitantes ou même devenir la personne qu'elle était aujourd'hui? OK, c'est quoi les défis que j'ai rencontrés? Honnêtement, j'ai quand même eu une très belle enfance, OK? Au niveau de parents, tu sais, on parle de ça, là, j'ai jamais vraiment eu de figure paternelle. Donc, moi, quand j'étais jeune, j'étais bébé à peu près là, quand ma mère et mon père se sont séparés. Puis mon père, ça n'était vraiment pas un père présent. C'est un père qui était là juste pour dire qu'il est là. Donc, je le voyais de manière très, très, très occasionnelle. J'avais tellement pas une belle connexion avec lui que même quand c'était les moments d'aller rendre visite à mon père ou de passer du temps avec lui,
Je suppliais ma mère de ne pas y aller. Pas qu'il était méchant, mais c'était froid avec mon père. Donc, j'ai jamais eu une figure paternelle pendant mon enfance qui était là pour me montrer ce qu'un père va montrer à son enfant. Par exemple, d'un autre côté, ma mère, elle était super présente. Ma mère est une femme extrêmement persévérante. Elle nous a élevés, moi puis ma soeur, quasiment 100% toute seule, en travaillant 2 emplois, quasiment là, à temps plein pendant des années. Donc, j'ai eu une super belle enfance. La dernière fois que j'ai vu mon père de ma vie, j'avais 11 ans. Suite de ça, mon père a décidé de retourner habiter en Haïti parce qu'il voulait faire de la business là-bas. Il pensait qu'en allant là-bas, il allait pouvoir mieux réussir sa vie, par arranger beaucoup de choses dans sa vie. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, moi, une des plus grosses blessures émotionnelles que j'ai eues quand j'étais jeune, je ne m'en étais pas rendu compte, c'était l'abandon. Parce qu'à l'âge de 11 ans, ben, mon père m'a littéralement abandonné. Puis quand tu es jeune, souvent, tu as le réflexe de dire « Ah, ça ne me dérange pas, je m'en fous, tu sais, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. » C'est une blessure que tu as tendance à refouler pour te sentir bien. Tu te fais croire que ça ne te dérange pas. Mais en vieillissant, je n'ai pas le choix d'être honnête avec moi-même et de m'avouer que ça fait mal, là, quand même, l'abandon, de réaliser qu'un de tes parents t'a abandonné. Mais comme je te dis, d'un autre côté, ma mère a toujours été très présente. J'ai rien à lui reprocher. J'ai toujours eu des amis. Quel genre de personne j'étais? J'ai toujours été un petit gars quand même très intelligent, très performant, mais j'ai toujours été une personne très, très, très lunatique, très méthodique. J'étais souvent dans mes pensées, j'étais souvent ailleurs. J'ai jamais eu de misère à me faire des amis, par exemple. Comme je te dis, j'ai eu une super belle enfance. J'essayais toutes sortes de sports, mais je n'étais pas le gars le plus sportif, le plus athlétique non plus. La plus grande croyance limitante que j'ai eue, ben, je pense que c'était de me contenter de peu. Tu sais, ma mère elle a peut-être fait ça maladroitement quand j'étais jeune, mais ma mère me disait souvent, ah, tu sais, dans la vie, là, c'est important de se contenter de qu'est-ce qu'on a. Puis, tu sais, il ne faut pas espérer avoir trop de grandes choses. Puis, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Puis, en autant que tu en as juste assez pour payer tes factures puis ton loyer, c'est ça le plus important. Fait que je te dirais que la plus grande croyance limitante que j'ai eue, c'est peut-être par rapport à la réussite, par rapport à l'ambition. Tu sais, comme la fameuse mentalité de né pour un petit pain. Fait que quand j'étais jeune, comme énormément de gens, je sais qu'il y a des gens qui vont s'identifier dans ce que je viens de dire. Je pense que c'est ça la plus grande croyance limitante que j'ai eue, c'est de voir petit, de ne pas avoir pense que la plus grande croyance limitante que j'ai eue, c'est de voir petit, c'est de ne pas avoir trop d'ambition, ce qui a fait que à l'âge de 20, 25 ans, ben, j'avais comme arrêté de rêver. J'avais mis mes rêves de côté, puis je me disais que l'important dans la vie, c'était juste d'avoir un bon travail, puis de se contenter du bon travail qu'on a, simplement. Mm-hmm. Fait que, Puis, tu vois, un peu, ce qui m'a permis, moi, de pardonner mon père pour son manque de présence, ouais, potentiellement, puis on va parler un peu de comment est-ce que tu as dealé avec l'abandon de ton père à l'âge d'11 ans, ça a été de réaliser qu'il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Right? C'est drôle, mais ma mère, bon, on a une situation un peu similaire où est-ce que mes parents se sont divorcés relativement tôt dans ma vie, puis bon, OK. ben, mon père, je le voyais une fin de semaine sur deux, puis après ça, un peu plus vieux, c'était une fois de temps en temps, et ainsi de suite. Il travaillait 3 jobs. Il s'était parti un restaurant de déjeuner en side pour être capable de mettre du pain sur la table parce que dans sa perspective des choses, puis d'où est-ce qu'il venait à travers son upbringing, pour lui, qu'est-ce qui faisait un bon père? C'était d'être un pourvoyeur, de mettre du pain sur la table. Puis pendant de longues années, moi également, j'avais de la frustration, de la colère envers mon père, mais c'était une incompréhension de pourquoi est-ce qu'il faisait qu'est-ce qu'il faisait. Parce qu'il pensait que c'est la bonne chose. Ma mère également, du même principe que la tienne, a tout fait pour moi, mon frère, nous a cajolé, nous a mis un peu quasiment dans l'oreiller de soie pour pas qu'on rencontre trop de défis. Puis même aujourd'hui, à ce jour, ma mère, elle me dit hey, je vais t'acheter des cadeaux pour Noël, je vais prendre soin de toi. Je reçois. Mon grand-père est décédé il y a 1 an et quelques mois, puis OK, elle a hérité un peu d'argent, puis elle s'est dit ben, je vais le donner à mes enfants tout de suite. Puis c'est comme une discussion difficile
quand tu es l'enfant d'un parent qui veut tellement prendre soin de toi, mais que par le fait même oublie de prendre soin d'elle-même. Là, je parle de ma mère. Je serais curieux, en fait, de savoir comment est-ce que ce que ta mère t'a apporté, comment est-ce qu'elle t'a cajolé, comment est-ce qu'elle t'a également partagé un peu ses croyances. Je serais curieux de savoir, de ton point de vue aujourd'hui, de qu'est-ce que tu penses qui lui a apporté, elle, ces croyances-là qu'elle t'a par la suite partagées. Ben, tu sais, c'est quelque chose que j'enseigne dans le fond dans mes coachings en développement personnel. On se fait des transferts de paradigme. Fait qu'un paradigme, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est ton système de croyances. Fait que c'est toutes nos certitudes par rapport à différents sujets de la vie. Qu'est-ce que je crois par rapport à la société? Qu'est-ce que je crois par rapport à la santé? Qu'est-ce que je crois par rapport à l'argent, par rapport à la réussite? Qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est non important, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible. Fait un peu comme tu as dit tantôt, souvent les gens font ce qu'ils savent faire. Fait qu'ils font ce qu'ils croient être la bonne chose à faire. Donc, si dans le paradigme de ma mère était implantée l'idée que c'est comme ça qu'elle doit se comporter, ben ça, c'est parce qu'on lui avait transmis ces croyances-là, puis elle m'a transmis ces croyances-là. Mais je pense qu'à un moment donné, on devient conscient de ça. Puis là, il faut faire attention puis briser ce transfert de paradigme-là. Donc, moi, les croyances que j'implante à mes enfants sont complètement différentes que celles que mon père ou ma mère m'ont implantées. Donc, pour répondre à la question, c'est ça, je pense que c'est juste que, comme tu dis, les gens font ce qu'ils croient être la bonne chose à faire. Et ce qu'ils croient être la bonne chose à faire, cette croyance-là vient souvent de leurs parents ou de leur tuteur ou de quelque chose qu'on leur enseignait à un moment donné dans leur vie. Puis on travaille dans un domaine quand même assez similaire. Je vais revenir un peu sur... tu disais tantôt, en fait, que tu es coach en développement personnel, mais tu es également coach dans le domaine de la condition physique et ainsi de suite. Ouais. Je pense qu'il y a une relation qui ne peut pas être séparée. Right? J'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise en kinésiologie. Jamais ce qu'on me parlait, en fait, de motivation. On me parlait tout le temps de la science du mouvement, mais qu'est-ce qui t'apporte à bouger? Il faut que tu aies la motivation pour aller au gym. On va revenir sur ce sujet-là. Un autre sujet que je trouve qui est souvent important, puis peut-être que tu l'as déjà fait dire, je suis gros parce que mes parents l'étaient. Je suis gros ou je suis en surpoids, je suis en mauvaise santé parce que c'est le patrimoine génétique qu'on m'a légué. Mais une chose qu'on ne se concentre pas assez, c'est le patrimoine des croyances, des paradigmes qu'on s'est fait partager par les générations précédentes. Puis, on se doit de le casser, ce paradigme-là. On se doit, mais je pense que la première étape dans le fait de casser cet héritage-là qu'on passe d'une génération à l'autre, c'est de faire une introspection, puis c'est de réaliser qu'on n'est pas victime de ce qu'on a, mais qu'on doit se responsabiliser. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça t'a pris, toi, pour être capable de faire cette réalisation-là, de faire cette introspection-là, puis de casser le cycle générationnel que sûrement que ta mère s'était fait enseigner par ses parents. Qu'est-ce que ça m'a pris? Ben, c'est la découverte du développement personnel. Fait que moi, avant, dans le fond, je travaillais, on parle d'environ 7-8 ans de ça. Tu sais, je vivais un de mes objectifs, c'était d'être entraîneur à temps plein. Et moi, j'étais 100% dans le conditionnement physique. Puis j'étais content, tu sais, ça roulait bien. Là. Je faisais à peu près des entraînements privés, 30-40 heures par semaine. Mais il y avait quelque chose de bizarre à l'intérieur de moi. J'étais comme pas vraiment heureux. Je me sentais... J'avais perdu un peu ma confiance en soi. J'avais pas de vision claire par rapport à mon avenir et tout ça. Puis là, à un moment donné, ben, j'écoutais souvent des vidéos de motivation sur YouTube pour me booster avant mes workouts. Puis là, l'algorithme, à un moment donné, il m'a fait dériver un peu plus sur des affaires de mindset, de motivation, de développement personnel. Puis à un moment donné, je suis tombé sur des choses de Bob Proctor, de Earl Nightingale, là, des pionniers du développement personnel. Puis à un moment donné, j'écoutais un espèce d'enregistrement où ça disait, puis c'est là que tout a changé dans le fond, Caleb, c'est qu'à un moment donné, j'ai entendu ça, une phrase qui dit We become what we think about. Ça veut dire qu'on devient ce à quoi on pense, puis que c'est nos pensées qui contrôlent notre vie entière et que qu'est-ce qui crée la manière qu'on pense? C'est la manière qu'on a été conditionné, c'est les croyances qu'on a implantées en nous qui fait qu'on voit la vie d'une certaine façon puis qu'on pense d'une certaine façon. Fait que dès que j'ai compris ça, ça a été le plus gros awakening de toute ma vie entière. C'est là que j'ai réalisé que dans le fond, ma vie, premièrement, j'étais le responsable.
de tout ce qui va bien, puis de tout ce qui va pas bien. Moi, j'avais la tendance à blâmer tout. Fait que pour tout ce qui allait pas dans ma vie, je blâmais les autres, je blâmais ma copine, je blâmais le gouvernement, je blâmais le trafic, je blâmais les taxes, je blâmais le prix de l'essence, peu importe c'est quoi. Fait que c'est de la faute de tout le monde sauf moi. Mais là, le développement personnel m'a fait réaliser que non, c'est de ma faute. Ma réalité que je vis présentement est le résultat de mes habitudes de vie. Et mes habitudes de vie sont le résultat des choses auxquelles je pense et des choses auxquelles je crois, tu sais. Fait que c'est ça c'est quand j'ai compris cette information-là, que c'est nos croyances qui forgent notre perception du monde, puis que c'est nous qui reste. Chaque personne, qu'elle veuille l'admettre ou pas, est le principal responsable de la position dans laquelle il se retrouve. Peut-être pas le seul et l'unique responsable, mais le principal responsable. Parce qu'en bout de ligne, si je me retrouve exactement dans cette position-là, à ce moment-là de ma vie, c'est la somme totale de toutes mes actions et de toutes mes décisions que j'ai prises. Fait que je suis la personne à blâmer. Mais on est bon pour se donner le mérite pour ce qui va bien, mais on a tendance à tout le temps vouloir blâmer les autres ou les circonstances pour ce qui va moins bien. Mais si tu veux te donner le mérite pour ce qui va bien, il faut aussi que tu te donnes faut aussi que tu te blâmes pour ce qui ne va pas bien. Fait que pour moi, ça a été ça le plus gros, la plus grosse prise de conscience de toute ma vie, c'est de réaliser qu'on est les propres créateurs de notre réalité. Je pense que c'est ce qui rend le développement personnel. Je ne veux pas dire en fait que c'est comme inatteignable ou c'est pas possible de le faire, mais il y a comme un gap. Il y a comme une marche que tu dois te permettre de monter. Un genre de palier d'escalier qui est tellement difficile. Puis quand que tu le regardes initialement, ça semble difficile. Ça semble inatteignable de pouvoir se permettre de croire qu'on est capable de devenir mieux. Mais la première étape, comme j'aime tellement le dire, puis pourquoi c'est difficile, c'est qu'on se doit de se responsabiliser. Mais quand on se responsabilise, puis on se check dans le miroir, puis on se dit des vraies affaires, on est quasiment en train de dire que la manière qu'on a agi, qu'on a pensé, qu'est-ce qu'on a cru qui était vrai, ben, ça va tellement à l'encontre de qu'est-ce qu'on fait depuis pour certaines personnes, des décennies. Il faut comme se départir de notre ancienne identité. Je pense que ça, c'est tellement difficile parce que, surtout pour les hommes, parce que c'est quasiment de se dire on n'est pas bon. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils débutent leur processus de mise en forme, leur processus de développement personnel, d'introspection, qui souhaitent changer de carrière, tu sais, une des plus grandes forces chez l'être humain, c'est d'agir en cohérence avec ce qu'il croit vrai. Absolument. Si toi, ça fait 10 ans, en fait, que tu répètes certaines habitudes de vie, que tu acceptes certaines croyances, ben, tu les acceptes et tu les répètes parce que tu penses que c'est la bonne chose à faire. Mais là, quand ça fait 10 ans, en fait, que tu développes ces mêmes habitudes-là, tu les renforces, right? Puis tu te conditionnes toi-même encore plus à croire que c'est vrai. Puis après 10 ans, quand tu te dis « il faut que je change », ben, il faut que tu te dises « ce que je fais, ça fait 10 ans, c'est pas la bonne affaire ». Ça, c'est un gros clash. Right? Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas de podcast, qui n'osent pas, en fait, se lancer dans le développement personnel, de changer des fois, que ce soit au niveau de leur carrière, au niveau professionnel, au niveau relationnel également, parce que c'est quasiment comme si on se considère un échec. Right? Tantôt, tu as parlé de motivation, c'est drôle parce que moi, puis Gab, mon partner, on a le même compte YouTube. OK? Puis quand on écoute, en fait, je vois qu'est-ce que lui écoute sur YouTube, il voit qu'est-ce que moi j'écoute sur YouTube. Puis je vois souvent, en fait, qu'il écoute des vidéos, exemple, motivationnelles. Puis je veux faire le point, parce que tu as dit tantôt que tu écoutais beaucoup de vidéos motivationnelles avant d'aller au gym, t'entraîner. Puis pour la majorité d'entre nous, qu'est-ce qu'on pense qu'est la motivation? Moi, je la définis plus comme de l'inspiration. Ouais. Okay? Puis il y a une grande différence quand on commence à étudier la psychologie entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Puis quand on utilise le même terme, motivation intrinsèque ou extrinsèque, j'ai comme l'impression qu'on le met dans le même panier. Puis ça veut dire la même chose. C'est pour ça que j'ai commencé à utiliser le terme inspiration, parce que ça nous inspire à faire quelque chose, mais c'est externe. Exact. Tu t'es lancé un défi de faire un Ironman, tu t'es lancé un défi, en fait, de faire du bodybuilding, mais ça, c'est pas de la motivation intrinsèque, c'est une motivation extrinsèque. C'est un défi, c'est une ligne d'arrivée. Puis, on va écouter des vidéos motivationnelles qui vont élever notre émotion, notre énergie, mais c'est temporaire.
J'aimerais ça que tu me partages de ton point de vue, qu'est-ce qui est nécessaire pour développer une motivation intrinsèque afin que les changements qu'on met en place ne soient pas aussi up and down, éphémères, comme qu'on le voit tellement de personnes le faire, les nouvelles résolutions de 2026. Pourquoi? Ben parce que c'est le temps de l'année. J'ai entendu une vidéo, puis là, je suis motivé. J'ai un défi d'aller faire une course, puis là, je suis motivé. Je suis plus inspiré par un objectif, par un défi quelconque ou par une personne qui va m'apporter à m'entraîner. Ton point de vue, comment est-ce que tu as réussi à devenir motivé intrinsèquement à faire les changements de vie que tu as faits? J'ai toujours été une personne qui naturellement était motivée à aller de l'avant. Tu sais, j'ai jamais été vraiment quelqu'un. Tu sais, j'ai déjà été un peu procrastinateur. J'étais pas beaucoup dans l'action, puis j'étais pas aussi productif qu'aujourd'hui. Mais j'ai toujours été naturellement une personne qui a envie de faire des choses. Moi, la motivation, je te décrirais ça. C'est pas une science exacte. Pour moi, la motivation, c'est le désir. C'est quand tu as un désir de passer à l'action, un désir de réaliser quelque chose, tu sais. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, ce désir-là ne reste pas en nous. Fait qu'on le dit, tu sais, on entend ça là, depuis comme 2-3 ans, on entend tout le temps ça. C'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline. Pour moi, c'est les deux. La motivation, elle est importante aussi. Je pense que la chose, il faut être capable d'aller s'entraîner puis de bien manger, qu'on soit motivé ou pas. Mais c'est sûr que plus que tu es capable d'avoir ce sentiment-là, cette émotion-là de je me sens motivé, j'ai le désir de l'accomplir, ben c'est plus facile de rester constant. Puis tu peux avoir de la motivation externe, fait que tu peux avoir un coach, tu peux écouter des podcasts, tu peux lire des livres, tu peux écouter des films, des histoires inspirantes. Ça vient de l'extérieur de toi, puis ça va te booster, ça va te motiver. Puis tu peux aussi avoir ta propre motivation interne. Je pense que la chose qui nous motive le plus, c'est le why, les pourquoi tu le fais. Tu sais. Je vais te donner un exemple. Plein de gens disent ah là, il faut vraiment que je commence à me mettre en forme parce que mon médecin il dit que je suis sur le bord de faire du diabète. Ah là, il faut vraiment que j'arrête de fumer parce que le médecin me dit que si je continuais comme ça, j'étais à risque de développer un cancer du poumon d'ici 2 ans. Ah là, il faudrait que je me remette en forme parce que ma femme, elle n'arrête pas de chialer que je ne suis pas en forme comme je l'étais il y a 5 ans. Tu sais. Est-ce que ça, c'est motivant? D'arrêter de te mettre en forme parce que le médecin te dit tu es sur le bord de faire du diabète. C'est peut-être motivant, mais c'est pas inspirant, comme tu disais tantôt. Par contre, si tu écris la liste des raisons pour lesquelles tu dois le faire, je veux retrouver une bonne condition physique et mieux m'alimenter parce que je vais être un exemple modèle pour mes enfants, je vais être un super dad. Je veux retrouver cette forme-là parce que j'ai envie d'être capable de jouer avec mes enfants, que si je vais jouer au soccer avec eux, sur un terrain de soccer, je suis capable de les suivre. J'ai envie de retrouver cette condition physique-là parce que je suis tanné de monter un escalier de 20 escaliers au bureau puis d'être essoufflé rendu en haut. J'ai envie de me remettre en forme parce que je vois mes enfants grandir, mes petits-enfants grandir. Ah, là, ça, c'est des raisons qui nous touchent émotionnellement et non juste logiquement. Donc, il faut que je me mette en forme parce que je suis sur le bord de faire du diabète. Ça, c'est une raison logique. Tu sais, c'est très cartésien. Mais c'est pas, ça ne te fait pas vivre des émotions, fort probablement. Mais là, quand tu penses à ça, tu vas être un exemple pour tes enfants. Tu veux voir tes enfants grandir. Tu veux voir tes petits-enfants grandir. Tu veux rester longtemps. Tu veux vivre le plus longtemps possible. Tu vas être capable de jouer avec eux, d'interagir avec eux, ainsi de suite. Mais là, ça te touche émotionnellement. Fait que moi, je pense qu'une chose qui va nous garder motivés, que ce soit intrinsèque ou peu importe, c'est d'avoir une liste très précise des raisons pour lesquelles tu ne dois pas abandonner et tu dois continuer. Parce que ce soit moi ou toi, il y a toujours des moments de la semaine ou du mois ou de l'année où est-ce que c'est moins évident. Des fois, c'est même pas que ça te tente pas, c'est que c'est moins évident. Là. Des fois, tu traverses des challenges et tu peux tomber malade, tu peux être en train de faire des rénovations chez vous. Peut-être que tu viens de te séparer, peut-être que tu as perdu ton emploi. Fait que tôt ou tard, il va arriver des événements qui vont te mettre dans une position où est-ce que ça devient réellement plus difficile de continuer de prendre soin de ta santé, mais c'est la liste des raisons pour lesquelles je me suis engagé à le faire qui va faire en sorte que j'arrêterai jamais. J'adore ce que tu dis parce que c'est un discours que je répète tout le temps.
Ouais. Tu as dit les termes Start with Why, un bon petit livre de Simon Sinek que je suggère à tout le monde en passant. Ouais. Puis tu as dit les raisons. Les raisons, puis moi, ma définition de la motivation, la réelle motivation, c'est de déterminer quelles sont les raisons qui, peu importe les adversités que tu vas rencontrer, vont t'apporter à passer à travers ces adversités-là pour faire ce que tu sais que tu dois faire pour réussir, puis atteindre tes objectifs. Exact. Puis, si on revient à la base de la base, si on ne fait pas ce qu'on sait qu'on doit faire, c'est parce qu'on n'a pas trouvé ces raisons-là. Ou qu'on les a trouvées, mais que ces raisons-là ne nous apportent pas un éveil émotionnel assez puissant pour passer à l'action. Il y a l'éveil émotionnel, il y a également l'éveil logique, parce que je le vois comme un balancier. Si tes excuses sont plus puissantes que tes raisons, tu vas aller dans la mauvaise direction. Puis quelles sont les excuses qu'un père de famille va rencontrer? Le manque de temps, le manque d'énergie, le fait qu'il doit mettre du pain sur la table, donc il doit travailler fort, le fait de trouver un bel équilibre de vie, le fait de se dire, ah, je vais commencer demain, le fait de se dire, ah, le jugement des autres lorsqu'il va s'entraîner, le jugement de sa conjointe, de ses enfants s'il a échoué, tous ces échecs-là, en fait, toutes ces excuses-là sont quand même assez puissantes. Puis, si tu ne trouves pas des raisons qui sont assez puissantes pour toi, pour faire tasser le balancier dans la bonne direction, c'est peut-être ça, en fait, qui est la problématique. Right? Puis le pourquoi est super important. Je pense souvent, je le vois chez certains des papas qu'on coach, c'est qu'ils vont tenter de trouver 1001 raisons. Mais c'est d'y aller, en fait, en horizontal au lieu d'y aller en vertical. Le pourquoi que tu as mentionné tantôt, c'est super important. On a souvent tendance à se dire pourquoi est-ce que je devrais, disons, me mettre en forme. Puis on va aller chercher plein de différents sujets horizontaux qui ne sont peut-être pas nécessairement reliés un à l'autre. Je veux être en bonne santé, je veux améliorer ma condition physique, je veux avoir plus de concentration à job, je veux jouer avec mes enfants. Mais si on avait à relire chacune de ces raisons-là, indépendamment, puis de se questionner initialement dans le sens vertical, comme Tony Robbins le dit si bien, là, se poser la question pourquoi cette fois, ben on en vient en fait à vraiment qu'est-ce qui est la raison la plus importante pour nous qui va faire comme un effet domino sur toutes les autres. Je veux perdre du poids, pourquoi? Pour être en bonne condition physique. Pourquoi est-ce que je tiens à être en bonne condition physique? Parce que je veux être capable de faire ce que je veux faire quand je le veux. Pourquoi c'est important pour toi de faire ça? Pour avoir la liberté? Pourquoi est-ce que la liberté est importante? Parce que je veux. Tu sais, puis là, on continue à creuser. Puis souvent, qu'est-ce que les personnes vont faire? C'est quand ça va commencer à être difficile, inconfortable, ils vont arrêter là. Mais encore, pour augmenter les émotions qui sont suscitées par cette raison-là, on doit se rendre inconfortable puis le mettre de l'avant. Puis ça, c'est quelque chose, encore, on parlait de responsabilisation, de développement personnel. L'inconfort, on va souvent scare away from it. On va s'éloigner de ça pour aller dans des axes qui sont un peu plus confortables pour nous. Mais il y a l'aspect de la motivation également qui est. Puis aussi, je pense que c'est quelque chose qui est comme. C'est dynamique. C'est pas comme si aujourd'hui, la raison qui t'anime de prendre des actions que tu sais que tu dois prendre va être la même dans un an. Parce que des fois, il y a des personnes qui viennent vers nous qui, eux, dans leur situation, se considèrent dans le fond du baril. Right? Puis je reviens à ce que tu disais tantôt. Le médecin m'a dit je dois prendre soin de ma condition physique, je dois arrêter de fumer, je dois arrêter de boire de l'alcool, je dois commencer à faire du sport parce qu'au sinon, je vais avoir du diabète. Mais le problème avec la santé, c'est qu'on l'a jusqu'à temps qu'on ne l'a plus. Exact. Puis le seul moment que tu sais que tu es en mauvaise santé, c'est quand tu vas voir ton médecin une fois par année. La mauvaise santé, c'est pas être capable d'attacher ses souliers. C'est de faire du diabète, de l'hypertension, c'est de potentiellement mourir d'une crise de cœur, d'un cancer, peu importe c'est quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive une fois par année, quand on va voir notre médecin ou quand on a un événement peut-être un peu plus tragique que notre cousin est décédé d'une situation qui pourrait potentiellement nous arriver. Mais on doit le rapporter à notre présent dans tous les jours. Où est-ce qu'on va le vivre? Puis quelles sont les raisons qui vont nous affecter, nous, concrètement, quotidiennement, qui vont nous pousser à faire ce qu'on sait qu'on doit faire? Je veux qu'on parle, en fait, d'un sujet que tu as mis de l'avant tantôt, mais en fait, que j'ai mis de l'avant, que j'ai rapporté, parce que tu te dis coach, en fait, de développement personnel, mais également entraîneur, puis coach au niveau du conditionnement physique. Quelle est la relation entre les deux? Puis pourquoi est-ce que c'est important, si on souhaite améliorer notre condition physique, notre santé, qu'on ne peut pas juste mettre de côté le développement personnel, la motivation, la discipline, puis qu'est-ce que ça l'engendre? C'est un excellent point. Premièrement, je veux juste revenir moi rapidement sur le fait que tu as dit le confort, puis je pense que c'est le plus gros problème. Puis là, je te partage la manière que moi je vois ça, OK?
Je ne suis pas en train de dire que c'est une vérité absolue, mais moi, ce que je crois remarquer, c'est que dans le monde dans lequel on vit, on tente de garder les êtres humains le plus possible confortables. On veut le moins en moins brusquer. T'sais, on le sait, maintenant, tu n'as plus besoin d'aller chasser. Tu vas à l'épicerie, tu as de la belle viande toute préparée, toute coupée, toute emballée. Mais là, au-delà de ça, les gens sont même plus capables de cuisiner. Ils commandent du Uber Eats. Peu importe ce que tu veux, dans le fond, il y a un marketing qui essaie de te faire croire que tu peux l'obtenir facilement sans faire trop d'efforts, souvent avec 3 paiements de 33,99. Okay? Puis je crois réellement qu'on est en train de rendre l'être humain, surtout en Amérique du Nord, de plus en plus soft, de plus en plus mou, de plus en plus fragile, de moins en moins solide, de moins en moins guerrier, de moins en moins soldat. Puis c'est une des raisons qui fait que le monde, surtout les hommes, on va parler principalement des hommes parce que Superdad, ça concerne principalement les hommes. Ben, c'est une des raisons qui fait que les hommes sont moins persévérants qu'avant, sont moins tenaces qu'avant, sont moins courageux qu'avant, sont moins forts physiquement qu'avant. Parce que la société te programme à être confortable, à être doux avec toi-même. Mets-toi-en pas trop sur les épaules. Sois doux avec toi-même. Si tu n'as pas envie d'aller faire ton exercice, c'est correct. Accepte-toi comme que tu es. Tu sais, juste ça. S'accepter comme on est, c'est une drôle de science parce que, oui, des fois, il faut que tu t'acceptes comme que tu es si tu as des qualités, mais si ta santé est tellement en train de dégénérer que tu vas mourir dans 3 ans, n'accepte pas la situation. Tu sais. Fait que je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus que c'est une des choses qui fait en sorte que les hommes ont tant de difficultés à se maintenir en forme, c'est que la société nous programme à devenir de plus en plus mou, de plus en plus doux, de plus en plus soft avec nous-mêmes. Tu sais. C'était quoi ta question? Ça, c'est un sujet qui est vraiment spicy. Right? Ouais. Puis qui est vraiment tabou. Puis, tu sais, en tant que kinésiologue, qu'entraîneur, peu importe, c'est quasiment comme si c'est difficile de dire à une personne, t'es obèse. Ouais. T'es en surpoids. On peut même plus dire ça. Si ton ami a pris du poids, tu peux même plus lui dire. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? On va rendu avec une grosse bedaine. Ouais. Tu peux même plus dire ça. C'est oh non, tu me dis ça, t'es méchant, t'affectes mon ego, tu me détruis psychologiquement. On peut même plus se dire la vérité. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas une opinion, c'est que c'est un fait. Ouais. Mais les gens ont de la difficulté à vivre dans la réalité, ont de la difficulté en fait à accepter les faits. Puis ça revient à la responsabilisation, puis ça revient au développement personnel. Puis c'était ça la question que je te posais tantôt. Ouais, c'est quelle est la relation, puis quelle est l'importance d'avoir la capacité de faire des introspections, de se responsabiliser. Puis pourquoi est-ce qu'un individu qui souhaite prendre soin de sa santé, de sa condition physique, n'a pas le choix de travailler sur lui intérieurement s'il souhaite travailler sur lui extérieurement? Exact. Moi, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'avant, j'étais 100% dans le conditionnement physique. J'ai découvert le développement personnel. J'ai lancé mes trucs, mes ateliers, mes programmes de développement personnel. Puis là, à un moment donné, je me disais, OK, mais mon client cible, c'est plus les gens qui veulent améliorer leur condition physique. Je suis vraiment rendu, je me concentre sûrement sur transformer les gens intérieurement, les aider à changer leur personnalité. Fait que longtemps, j'ai comme eu une espèce de croyance limitante que faut que je laisse tout ce qui est fitness de côté parce que là, je me concentre 100% là-dessus. Mais là, ce qui arrivait, c'est qu'à travers mes coachings de développement personnel, j'expliquais à mes clients l'importance pour se sentir bien, que c'est un non négociable. Il faut que tu investisses du temps sur ta santé, que ce soit de faire du yoga, de jouer à un sport, de mieux t'alimenter. Il faut que tu investisses du temps sur ta santé. Fait que là, j'avais souvent des gens ou des clients qui me demandaient des conseils par rapport à l'entraînement, tout ça. Fait que là, à un moment donné, j'avais comme pas le choix aussi d'impliquer du conditionnement physique ou des conseils de conditionnement physique à travers mon développement personnel. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, mais pourquoi que je ne ferais pas juste les deux? Parce que dans le fond, mon but, c'est d'aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Même si ça sonne vraiment cliché, c'est ça mon objectif. Puis si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu as 2 choses à travailler. Tu as ton corps, ton véhicule, puis tu as ton esprit, ta partie non physique de ta personnalité. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, ben, je suis super calé dans le conditionnement physique, je suis super calé dans le développement personnel, pourquoi je ne ferais pas les deux? Puis les deux font super bien. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui m'approchent pour le conditionnement physique
qui finalement décident d'embarquer aussi dans mes trucs de développement personnel. Puis j'ai des clients de développement personnel qui finalement décident aussi de prendre mes services de conditionnement physique. Puis ceux qui prennent les deux en même temps, ben là, c'est extraordinaire parce que je les coach à changer intérieurement tout en développant des habitudes de vie qui vont te permettre de devenir plus en santé. Puis pourquoi que les deux sont reliés et sont aussi importants? Ben parce que pour moi, une des choses les plus importantes lorsqu'on parle du développement personnel, c'est l'autodiscipline, c'est-à-dire la capacité de faire ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire, que tu as envie de le faire ou pas. Puis ce qui va t'aider à être dans une bonne condition physique, tu n'as pas besoin d'avoir la meilleure condition physique possible, là, mais ce qui va t'aider à améliorer ta condition physique, c'est ça, c'est de faire de l'exercice même quand ça ne te tentait pas, de prendre le temps de préparer tes repas le matin, même quand ça ne te tentait pas. Fait que la discipline qui est demandée pour améliorer notre condition physique va inévitablement avoir des répercussions sur toutes les autres sphères de notre vie. Si tu gères mieux la manière que tu manges, tu risques de gérer mieux ton temps. Si tu gères mieux ton temps, ça risque de t'influencer à mieux gérer ton argent, à mieux gérer ton énergie, ainsi de suite. Donc, autant que quand tu fais des efforts pour te transformer physiquement, ça te change intérieurement, que quand tu te changes intérieurement, ça a des répercussions aussi sur ton corps, sur tes cellules, sur ton cortisol, sur... Fait que tu sais, les deux sont vraiment reliés. Fait que j'ai fait la paix avec ça, puis je me suis dit, c'est quoi? Je vais faire les deux. Simplement. Ça m'apporte à me rappeler quelque chose que je dis souvent. Tu as qui tu es. Puis ça, c'est bon qui tu es? Exact. OK, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vas avoir n'importe quel résultat dans la vie basé sur la personne que tu es, Absolument. la manière que tu réagis à certaines situations. Puis on va parler en fait de l'équilibre de vie puis l'aspect parentalité là-dedans, paternité surtout. Mais quand on parle en fait d'équilibre de vie, puis pourquoi est-ce que je crois qu'il y a tellement de personnes qui ont de la difficulté à trouver un équilibre de vie, c'est parce qu'ils croient qu'ils doivent équilibrer en termes de temps et d'énergie chacune des sphères de leur vie. Okay. Parce que si j'ai besoin de donner du temps à mes enfants, bien, je vais en retirer dans une autre sphère. Si je vais donner du temps à la business ou à ma job, bien, je vais retirer du temps pour moi. Puis c'est comme si chaque sphère de la vie n'était pas reliée une à l'autre. Puis je pense que je le rapporte également au conditionnement physique, à la santé, la mise en forme, ainsi de suite. Mais la manière que je vois l'équilibre de vie, c'est que tout commence avec toi. Puis ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il y a des personnes qui vont se dire « Je veux être un entrepreneur à succès, je veux avoir du succès dans ma carrière, je veux évoluer, je veux avoir un plus gros salaire. » Et là, ils vont tout donner là-dedans, mais ils vont s'oublier par le fait même. Puis oui, peut-être que sur le court terme, ça va t'apporter des bénéfices, des résultats tangibles, de l'accélération plus rapide. Mais à long terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va commencer à être délétère sur une autre sphère de la vie. On en voit tellement des entrepreneurs qui ont énormément de succès dans la sphère financière, dans la sphère professionnelle, mais qu'ils ne voient pas leurs enfants, ils ne voient pas le reste. Puis la manière que je le vois, puis quelque chose qui est très difficile à... Tu me partageras un peu ton point de vue là-dessus. Ouais. C'est que si on se met de l'avant, si on investit en soi en premier, c'est que ça va apporter un effet délétère aux autres sphères de notre vie. Mais comme on le voit tout le temps, je suis allé au Costa Rica il y a 2 semaines, à chaque fois, j'en ris un peu quand il y a la petite vidéo là, qui apparaît. Si on rentre dans une zone de turbulence, il n'y a plus d'oxygène en fait, dans la cabine principale, il va y avoir un masque d'oxygène qui va tomber. C'est important de le mettre sur vous avant de le mettre sur vos enfants. De prendre soin de nous permet de mieux prendre soin des autres. Mais je vais l'apporter même un point plus loin que ça. Souvent, on se dit, OK, je vais prendre soin de moi, je suis capable de prendre soin des autres. Cependant, si on a la capacité à réaliser que nos enfants, ils font qu'est-ce qu'on leur dit sur le court terme, mais ils vont faire qu'est-ce qu'on fait sur le long terme, ça nous permet de comprendre que si on souhaite que nos enfants deviennent encore mieux que nous, on a la responsabilité, par nos actions, de leur montrer quoi faire. Et si, oui, on prend soin de nos enfants, mais on ne leur montre pas comment prendre soin d'eux, ils vont finir par commencer avec plus de difficultés dans le début de leur vie. Donc, si tu as la capacité de prendre soin de toi, oui, tu es mieux capable de prendre soin des autres, mais tu vas leur montrer par tes actions comment prendre soin d'eux-mêmes. Mais si tu ne le fais pas, tu enseignes à tes enfants comment prendre soin des autres, mais eux, dans le début de leur vie, quand ils vont finir par être autonomes, ils vont partir de chez toi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir le réflexe de prendre soin des autres puis de s'oublier eux-mêmes. J'aimerais ça parce que toi, t'es père, puis je le disais hors d'onde, je suis pas père. J'ai lancé le podcast Devenir un super dad parce que moi, ma copine, ben, après 9 ans, Wright a fini ses études en médecine. C'est un projet 2026. Peut-être qu'on va se reparler l'année prochaine, puis je vais avoir un différent discours. Mais je veux t'entendre, toi.
Stéphane, parce que tu as 3 petites filles, puis sûrement que, en fait, tu es dans le domaine, right? Puis je veux que tu me parles de ton expérience en tant que parentalité, puis on va prendre cet axe-là pour le restant du podcast, paternité. Quels ont été, toi, les défis, en fait, même si tu savais que tu devais continuer à prendre soin de toi, ben là, tu as 3 filles, right? Tu ne peux plus juste être égoïste, mais tu dois continuer à prendre soin de toi, ou sinon, ben, il va y avoir des impacts négatifs. Quels ont été les défis que tu as rencontrés à ce niveau-là en tant que père? Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche, je pense exactement comme toi, c'est super bien expliqué. On dirait que c'était moi qui parle, OK? Puis oui, il y a beaucoup de gens. C'est difficile au début de comprendre ça. Hein? Je dois investir plus de temps sur moi pour que le reste de ma vie est mieux. Ben non, si je mets plus de temps sur moi, ça veut dire moins de temps sur le reste, ça ne marche pas, tu sais. Il y a une phrase qui résume bien ça, surtout si on parle au niveau entrepreneuriat, c'est que c'est Jim Rohn que j'avais entendu dire ça la première fois. Il a dit le succès, c'est pas quelque chose qu'on doit poursuivre. Le succès, c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. On n'acquiert pas le succès, on devient successful. Fait que la personne est la chose qui est la plus importante à travailler, autant pour être un bon papa, que pour être un bon entrepreneur, que pour être un bon leader, que pour que tout le reste de ta vie est bien, c'est toi-même. Puis souvent, tu n'as même pas besoin de changer tout ce qu'il y a autour de toi. Si tu changes, puis tu changes pour vrai, tout va s'améliorer pour toi. Mais changer quoi? Changer ta façon de penser, être plus positif, être plus structuré, être en meilleure santé, être plus ordonné, être plus créatif, plus spontané. Quand tu changes les aspects de ta personnalité, inévitablement, si tu t'améliores, les autres sphères de ta vie se mettent à t'améliorer. Puis tu as marqué un excellent point, l'exemple qu'on donne aux enfants. Fait que souvent, on est là à vouloir enseigner à nos enfants avec la parole, avec ce qu'on leur dit. Mais comme tu le sais, ils ont bien plus tendance à répéter ce qu'on fait que ce qu'on dit. Puis un bon exemple que j'ai vu là-dedans, c'est que moi, quand j'ai commencé ma préparation pour ma compétition de bodybuilding, ben là, je suis tombé dans une diète extrêmement stricte, un gros déficit de calories. Puis, tu sais, moi, j'étais super engagé, fait que je trichais jamais. J'ai triché comme une fois en 16 mois, en 16 semaines. Puis là, mes filles, ils me voyaient, puis ils savaient que je faisais ça pour ça. Puis là, mes filles, ils voyaient que je devenais de plus en plus lean, que je devenais de plus en plus musclé. Tu sais, ils voyaient que papa devenait de plus en plus en forme. Fait qu'à un moment donné, ben, ça a commencé que je voulais donner du dessert à mes filles. Puis celle avec laquelle j'étais avec celle de 8 ans puis celle de 5 ans. Puis celle de 8 ans me dit « Oh non, papa, moi, j'en prendrai pas. » Mais je dis « Mais pourquoi? » Elle dit « Parce que je veux faire comme toi, là. Pour moi aussi, c'est important là, d'être en forme. » Puis là, je dis « Non, Amy, c'est correct, là. C'est correct que tu manges un dessert une fois de temps en temps. Ce qui est important, c'est ce qu'on mange constamment, tu sais. » Elle dit « Non, moi non plus, j'en veux pas. » Puis là, ça a commencé comme ça. Puis moi, je n'ai jamais dit à mes enfants « Vous devez commencer à mieux manger. » À cause que je me suis mis à manger, genre à la perfection devant eux, ils voyaient que papa ne mange plus aucune cochonnerie, il mange vraiment clean, il suit sa diète, il mange juste des bons aliments. Ben, c'est elle. Puis là, vu que celle de 8 ans disait ça, ben, celle de 5 ans voulait faire comme celle de 8 ans. Fait que là, c'était rendu qu'à la fin, même mes filles ne voulaient plus manger de cochonnerie. Mais je leur ai jamais dit, vous n'avez pas le droit de manger de cochonnerie, là. Ouais. Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'élève, en fait, les attentes de tes enfants envers toi. Puis moi, je le vois comme, tu sais, l'effet momentum. Tu es comme dans le wagon principal, tu sais, tu es le chauffeur d'un train, où est-ce que quand tu vas dans une certaine direction, bien, dans les wagons secondaires, tertiaires, ainsi de suite, tes enfants vont être dedans. Donc, un petit problème technique, mais comme je l'expliquais, c'est ça, c'est que tous les pères ont tous l'objectif de prendre soin de leurs enfants, de leur offrir le mieux, puis se concentrent tout le temps sur leurs enfants, sur les autres, sans prendre en considération quand tu es le chauffeur d'un train, puis que tu montres un certain exemple de manière continue. C'est pas quelque chose que tu vas faire pendant une semaine, pendant un mois qui va faire la différence, mais tranquillement, pas vite, tes enfants, ils t'idolisent, puis ils vont finir par suivre tes comportements. Puis à un certain point, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que quand ça fait des années que tu agis en cohérence avec certains traits de caractère, traits de personnalité, croyances, puis tu dis, OK, ben voici qui je suis, voici qu'est-ce que je fais, mais tes enfants, ils commencent à croire que c'est ça qu'ils devraient faire eux-mêmes. Exact. Puis, l'effet domino, l'effet momentum de ça, c'est qu'à un certain point, quand toi, là, en tant que chauffeur du train, tu commences à peut-être slacker la pédale, à prendre un différent chemin,
ben, c'est que tes enfants qui te suivent, ta conjointe potentiellement depuis un certain moment, eux vont continuer dans cette même direction-là. Donc, leurs attentes envers toi, c'est de te rapporter sur le droit chemin. Mais ça va autant dans la bonne direction que dans la mauvaise direction. Ou est-ce que si ça fait 10 ans que tu montres à tes enfants à répéter certains comportements négatifs ou à ta conjointe, mais de changer de direction va prendre un certain moment, mais de passer à travers les adversités et les obstacles que tu rencontres va créer cet effet de momentum-là, d'obligation de devoir continuer à agir en cohérence avec ce que tu crois vrai. Stéphane, j'ai adoré notre podcast aujourd'hui. On va se lancer dans des questions un peu plus quick-fire, puis à chaque fois, je dis ça, mais plus que c'est des questions un peu plus existentielles, ça se peut que ça prenne un peu de développement. Commençons en fait avec quel est le plus grand défi que tu as rencontré en devenant père, que tu n'avais peut-être pas cru que tu allais rencontrer, ou peut-être que tu te disais, c'est pas si grave que ça, je vais être capable de passer à travers. Le plus grand défi en devenant père, ben, c'est vraiment quand que les enfants sont bébés, puis je l'ai revécu à chaque fois. Quand l'enfant était bébé naissant, puis que là, les nuits sont ébranlées, le petit bébé se réveille, ça dépend des enfants, là, mais nous, ça a été comme ça. Là, le bébé se réveille souvent la nuit. Fait que là, tu te réveilles, tu as comme dormi 3h15. En tout, tu as resté couché 6 heures, mais tu as dormi 3h15. Tu es fatigué, tu es brûlé, il y a plein de choses à faire. Il y a plusieurs enfants, dont un qui est bébé, tout ça. Continuer, comme la majorité des papas, continuer d'investir du temps sur ma santé. Là, tu vas au gym. Là, des fois, maman n'est pas contente parce qu'elle est prise avec toutes les tâches pendant que toi, tu es au gym. Fait que c'est comme si toi, tu étais en vacances, tout ça. Ça a été un des plus gros défis en devenant papa, là, surtout par rapport à ma santé. Mais à un moment donné, ce que je crois qui est important, c'est que tu dois devoir accepter que pendant que peut-être tes enfants sont très jeunes, tu ne pourras pas t'entraîner autant que quand ils vont être plus vieux, mais n'arrête jamais complètement. OP fait des entraînements sur YouTube, chez vous, fait des planches abdominales dans ton salon, va prendre une marche. Un moment donné, je faisais du cardio-poussette. Fait que je mettais le bébé dans le carrosse, puis je courais dehors. Tu sais, trouve des alternatives, puis trouve une façon de faire fusionner ton conditionnement physique, ton exercice avec tes enfants. Ou un moment donné, l'hiver, ben, je les mettais dans le traîneau, je m'accrochais le traîneau après moi, puis j'allais courir dans la forêt. Fait que je faisais mon cardio, puis mes filles, eux autres, ils tripaient parce que papa, il nous traîne en traîneau, tu sais. Fait que c'est juste d'accepter que certains moments de la vie, que ça va être plus dur de prendre soin de ta santé, mais arrête jamais complètement. Perds jamais complètement le fil. Tu as tout scrappé pendant une semaine, c'est pas grave. Retrousse-toi les manches, remets-toi au travail. Tu as encore échoué cette semaine-là, retrousse-toi les manches encore, puis recommence encore, puis encore, puis encore. Puis dis-toi, là, si tu fais juste un workout par semaine, un full body workout par semaine, ben à la fin de l'année, c'est quand même 52 workouts que tu as fait. Là. Il va y avoir une petite différence quand même là, que si tu n'avais rien fait. That's it. Quel est un conseil que le Stéphane aujourd'hui donnerait au Stéphane la veille de devenir père pour la première fois? C'est justement, c'est oublie-toi jamais à 100%. Fais en sorte que ta famille, ta femme, tes enfants deviennent tes priorités, mais laisse jamais personne devenir le centre de ton univers. Oublie-toi jamais. Oublie-toi jamais. Continue de te donner de l'amour, continue de t'aimer, continue de prendre soin de toi, de te faire la barbe, de te parfumer, de t'entraîner, d'aller courir, de bien t'habiller. Parce que souvent, en tant que parent, c'est ça qui arrive, on s'oublie. C'est comme c'est tellement les enfants, la famille, que on s'en rend même plus compte, mais on ne prend plus vraiment soin de notre apparence, on ne prend plus vraiment soin de notre santé, on prend plus. Mais non, il ne faut pas. Faut pas. Puis oui, c'est possible de prendre soin de soi et de continuer à s'aimer même en ayant des enfants. Est-ce que c'est facile? Non, mais c'est possible. Question existentielle. Ouais. On pose souvent à nos clients quand ils sont dans un creux de vague, quand ils perdent leur direction de vie. On les apporte à take a step back. Je te la pose en ce moment. Comment veux-tu que tes 3 filles se rappellent de toi après ton départ? Ben, c'est justement une question que je pose souvent à mes clients. C'est quoi la trace de ton passage que tu veux laisser sur Terre? Fait que pas juste mes filles, mais tout le monde, je veux marquer mon temps. Je veux que quand je vais partir, quand je vais mourir, ben j'aurai laissé beaucoup de traces positives de mon changement. Puis je veux que grâce à moi, il y ait des milliers de personnes, et peut-être même des millions si ma carrière se continue, qui ont décidé de prendre la décision la plus difficile de toute leur vie, c'est-à-dire de devenir la personne qu'ils veulent vraiment devenir, même s'ils ont de la difficulté à y croire.
Donc, c'est ça la trace que je veux laisser de mon passage sur Terre, c'est pousse-toi à ton plein potentiel. Deviens la meilleure version de toi-même. Puis, des fois, les gens vont dire, mais pourquoi devenir la meilleure version de soi-même? C'est pas si important que ça. Ma question, c'est pourquoi pas? Quel désavantage tu as à devenir la meilleure version de toi-même? Donc, réfléchis à toutes les versions de toi qui peuvent exister. Une version de toi obèse morbide, une version de toi héroïnomane, une version de toi itinérante, une version de toi avocate, une version de toi dépressive, une version de toi super positive. Parmi toutes les possibilités de versions de toi-même qui existent, pourquoi pas devenir la meilleure version de toi-même? Et dernièrement, c'est le Oui. podcast Devenir un super dad. Quelle est la définition de Stephen Chase d'un super dad? Pour moi, c'est quoi un super dad? C'est chaque jour, donne ton 200%. Et il n'y a rien, c'est pas parce que tu es un papa que présent avec ses enfants que tu dois faire moins d'argent. C'est pas parce que tu fais moins d'argent que tu dois pas du tout être présent avec tes enfants. C'est quand c'est le moment de travailler, donne-toi à 200%. Quand c'est le moment de passer du temps avec tes enfants, même si c'est pas long, donne-toi à 200%. Quand c'est le moment de passer du temps en famille ou avec ta femme, donne-toi à 200%. Tout ce que tu fais, chacune des sphères de ta vie, chacun des blocs de ta journée, donne tout ce que tu as. Ton max. Va au maximum de ta capacité dans toutes les sphères de ta vie et dans chacun des moments de ta journée. Stephen Chase, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres aujourd'hui, de nous avoir partagé une facette de la personne derrière l'entrepreneur, derrière le Ironman, derrière le bodybuilder, pour qu'on puisse en apprendre davantage sur qui tu es réellement puis qu'est-ce qui t'a formé en tant qu'individu. J'ai trouvé ça, moi, personnellement inspirant. Je retire plein de pépites d'or puis j'espère que bien d'autres personnes vont être capables d'en retirer. S'il y a des individus, en fait, qui sont curieux face à ton processus, qui veulent te suivre, qui veulent en apprendre davantage sur qui tu es ou qu'est-ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent en apprendre davantage sur toi? Yes, ben dans le fond, Facebook, Stephen Chase, S-T-E-P-H-E-N, espace C-H-E-S-E. Instagram, Stephen Chase officiel. Puis là, mon site internet, le stephenchase.com, est tout en train de se refaire où il y aura mes nouvelles offres de services et tout ça. Donc, ça se peut qu'au moment où vous allez y accéder, le site bug un peu, c'est parce qu'il est en construction, ou ça se peut qu'au moment où vous allez y accéder, vous allez avoir accès à mes services, mes entreprises, mes podcasts et tout ce que j'offre. Merci encore une fois d'avoir été avec nous autres. Et j'invite en fait tous les papas qui nous écoutent à être inspirés par ça, mais à comprendre que la différence entre savoir et avoir, c'est de passer à l'action. Donc, utilisez vos connaissances, utilisez ces trucs et conseils-là dans votre quotidien, dans votre quête, en fait, pour devenir un super dad. Et on se dit à la prochaine dans un prochain épisode. Puis moi aussi, je te remercie infiniment. C'était fantastique. Bye bye.